la cohésion du groupe social, très importante. Donc le fait de vivre des expériences intenses ensemble forge le collectif, donne conscience aux individus qu'ils ont passé ensemble quelque chose, ils ont fait quelque chose de spécial. Et en plus, là on essaie de les transformer, donc on essaie de les faire dans la même direction globalement. Ils se reconnaissent, ils se parlent, ils vivent globalement la même chose, etc. etc. Et d'ailleurs la convention d'envol est un moment où ils vont aller à la rencontre de managers qui n'ont pas vu, donc de collègues qui n'ont pas vu de tout le parcours pour revisiter leur expérience. Et par cette expérience-là, ils vont se rendre compte qu'en fait, ils ont fait le même chemin, alors qu'ils n'étaient pas ensemble. Ça, c'est un vecteur de confiance, c'est un vecteur de puissance. Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence? Je suis Cyril Ijard et avec la société nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsables de la formation, DRH, directrices et directeurs d'universités d'entreprise, experts de la EdTech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous? Nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'entreprise apprenante existe. Je vous retrouve pour la deuxième partie de ma conversation avec Thomas Misselin. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore écouté la première partie, je vous invite bien sûr à commencer par le début, qui contextualise bien la suite des principes actifs de la méthodologie Grand 8 développée par Thomas dans ce deuxième épisode. Bonne écoute. Au troisième principe actif qui me turlupine et que je trouve très très intéressant, c'est la notion du temps. C'est la notion du temps. Et à un moment donné, dans ce que j'ai lu de ce que tu as pu écrire, produire, pour prendre cette citadelle au cours d'un parcours de transformation, il faut un allié de poids qui ne se dérobe pas, le temps. Et donc, voilà. Et comment on fait j'en parlais au début. C'est comment on fait en fait pour synchroniser la vision, la stratégie, l'opérationnel, quoi. Parce que moi, je suis patron de boîte. Et ça y est, moi, ma vision, ça y est, ça fait 3 ou 4 mois que je l'ai posée. J'ai commencé à poser mes axes stratégiques. J'en ai parlé la semaine dernière. Donc, vu que j'en ai parlé, dans ma tête, c'est fait, quoi. Et pourquoi ça avance pas? Moi, il faut que ça aille vite. Tu vois, le temps. Comment on fait là? C'est fascinant, c'est-à-dire que ta question, si tu veux, parce qu'effectivement, c'est vraiment la distinction entre, on va dire, la partie préfrontale ou du néocortex, hein, la partie du cerveau qui est devant, juste derrière le front, qui est le siège de la conscience et des fonctions exécutives, des décisions, etc. Et puis les autres parties qui représentent 96%, hein, en fait, de la masse du cerveau, qui nous est pour toujours inaccessible, en réalité, à un niveau de conscience. Donc c'est de l'hypoconscient. Donc ces 96%, ils fonctionnent pas tout à fait de la même façon que la puissance cognitive qui pense que les mots sont performatifs. C'est-à-dire, je dis quelque chose, donc ça est. Non, mais et surtout dans le monde dans lequel on est avec nos fameux smartphones, etc. Nous sommes entraînés à être frustrés en permanence du décalage entre je pense quelque chose et sa réalisation. Les anciens avaient compris qu'il y avait quand même un certain temps, donner le temps au temps, etc. Enfin, il y a énormément d'adages, si tu veux, de sagesse populaire. On dit d'ailleurs sagesse avant de dire populaire. Bon, en fait, on revient à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est quoi l'outil de travail? L'outil de travail, c'est le cerveau. Bon, il faut regarder comment un cerveau apprend. Comment un cerveau apprend? En fait, c'est ça la question. Donc, c'est pas un claquement de doigts et c'est pas 3 réunions PowerPoint, etc. Et changer des comportements, en particulier, c'est encore plus long. Parce qu'il y a tout un tas de barrières, de schémas mentaux préexistants, qu'il s'agit pas exactement de challenger, mais de proposer des alternatives, donc de créer de nouveaux ponts, de nouvelles routes, hein, mais des routes physiologiques. Là, c'est pas métaphorique. Quand on parle de schémas mentaux, etc., il faut voir que physiologiquement, lorsqu'on apprend, on génère de nouvelles connexions neuronales. Bon, je rentrerai pas plus dans les détails, mais c'est absolument fascinant. Mais physiquement, et la mémoire, c'est le renforcement de ces connexions neuronales. Donc un nouveau comportement. Exemple, un manager qui est habitué à dire le droit, je dirais ça rapidement. On vient le voir, il y a un problème, ok, fais ça.
ok, j'ai l'expertise, je l'ai vu 15 fois, fais ça, tu fais ça en réunion, on a des problèmes, on fait ça, on va faire ça, etc. Ok. On demande à ce manager, qui a 15 ans d'expérience là-dedans, qui globalement s'y sent bien, du jour au lendemain, de dire, voilà, tu vas pratiquer l'écoute active, tu vas pratiquer la reformulation, et tu vas pratiquer les questions puissantes. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va libérer la motivation intrinsèque, et l'énergie et l'intelligence de tes collaborateurs. Parce que tu te plains qu'ils ne prennent pas d'initiative. Tu te plains qu'ils ne prennent pas d'initiative. Mais pourquoi ils ne prennent pas d'initiative, etc. Okay, donc un peu de coaching, etc. Sans jugement, le point est évidemment pas du tout là. Simplement, il faut... Enfin, c'est un gap, quoi. Hein. C'est-à-dire accompagner une transformation de ce type, ça va demander d'affaiblir progressivement des schémas mentaux et des liens physiologiques qui sont costauds, qui ont été renforcés avec le temps. Donc ils sont des autoroutes. Hein. Au début, il y avait un petit chemin, un petit sentier, puis là maintenant, c'est une autoroute. C'est une 8 voies façon Los Angeles. Donc, il y a ça. Donc nous, on va prendre une petite bretelle. Alors commence par prendre une petite bretelle. Prends cette bretelle, tu vois, ça va t'emmener sur ce petit sentier, etc. Mais là, au début, tu vas stresser parce qu'en fait, tu vas pas maîtriser. Donc tu vas pas être très bon. Donc les résultats vont pas être bons. On préfère te le dire tout de suite. Sauf qu'ils sont pas bons, mais c'est dans la relation avec les autres. Donc il y a de l'incertitude, il y a un collaborateur qui dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, je comprends pas ce que tu me veux, etc. Donc très vite ça va être, tu sais quoi, je vais prendre la bretelle à contresens et je remonte sur mon autoroute quoi. Fais ça Jojo, hein, Josiane, tu fais ça, c'est bon, on est... Je caricature évidemment à l'extrême de façon un peu humoristique. Mais si on se regarde soi-même, moi je me regarde moi-même, avec mes enfants, avec mes collègues, etc. Je ne fonctionne pas différemment. Simplement, la différence peut-être avec une méthode telle que le grand 8, c'est qu'on met le doigt dessus. Et on dit, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? En fait, quelle est votre intention stratégique? Si votre intention stratégique, c'est de faire 3 jours de management, etc., ok, c'est pas nous, c'est pas ça. Pour nous, c'est de la découverte, de l'expérimentation safe, de l'expérimentation légère en live, du débriefing de l'expérimentation, de la remise en pratique, revisiter, revenir, repartir, de l'entraînement de sportifs de haut niveau. C'est ça, avec la respiration, avec la mindfulness, la présence, prendre de la hauteur sur l'expérience, sortir du jugement, sortir des réflexes, hein, des réflexes identitaires ou des réflexes de pratique, etc., etc. Donc il y a une dimension, on va dire, de respect de l'individu et de son rythme, et du respect du cerveau et de son rythme biologique dans le changement. Parce que quand on dit, tu sais, le learning, c'est super sympa, ouais, t'es dans le monde du learning, c'est génial, etc. Bah non, en fait, bah non, oui, bien sûr, c'est génial, mais je veux dire, le job, hein, c'est de mettre des gens dans des postures inconfortables, où ils ne savent pas bien ce qu'ils font, où les autres les regardent en se disant, mais qu'est-ce qu'ils font? Où les gens sont plus stressés. Parce que apprendre, c'est ça, c'est sortir de sa zone de confort. Tu sais, on dit, ouais, sors de ta zone de confort. Bah, you first. Oui, Voilà. exactement. Donc, il faut donner du temps au temps. Ok. Non, et puis on en revient aussi à l'organisme vivant, à la nature, où la nature a besoin de temps. La nature s'adapte, mais pour s'adapter, elle a besoin de temps. Donc, ok, c'est très clair comme ça. Et je vois tout à fait effectivement cette notion. Et puis, juste revenir sur le sujet, l'autre parallèle que tu fais avec l'entraînement qui me paraît très important et que je trouve que l'on fait pas suffisamment en entreprise dès qu'on fait la relation entre le monde du sport et le monde d'entreprise. On parle beaucoup de management, tout ça. On parle peu de l'entraînement, alors que là, tu mets un doigt dessus. Être manager, c'est une mission, c'est une fonction. Ça demande de jouer, de jouer comme on joue sur un terrain de sport, mais ça demande aussi de s'entraîner. Et je pense que ça, c'est important. Et quand on s'entraîne plus, on est moins bon, quoi. Hein. C'est un peu comme ce que tu disais, quand on s'adapte plus, on vieillit. Ben là, quand on s'entraîne plus, on se rouille. Donc, je pense que cette notion d'entraînement, elle est quand même fondamentale et peu usitée. Écoute, alors, bon, encore une fois, tu parles d'or, hein, Cyril, mais forcément, j'ai envie de rester sur ton podcast jusqu'au bout avant de me faire bouler. Donc, je vais te flatter. Non, mais blague à part, c'est absolument passionnant. Parfois, lors d'un tout premier projet il y a une dizaine d'années, où on a accompagné 500 managers sur toute la France, sur 6 niveaux hiérarchiques. 6 niveaux hiérarchiques. On les a mis par groupe de 10 avec les 6 niveaux hiérarchiques représentés dans la même salle. Déjà ça, c'était une révolution. Avant même que le programme y démarre, déjà, ils n'ont jamais vu ça.
Donc je veux dire, en parlant de zone de confort, je peux te dire que voilà. Et donc il y avait des managers là-dedans, 55 ans, vieux briscards, tu vois, non mais j'ai 30 ans d'expérience de management. Et là, en rigolant quoi, on va dire c'est 30 ans d'expérience de management ou c'est 30 fois un an d'expérience de management. C'est pas la même chose. Ouais. Et là c'est en rigolant et ça peut paraître un peu méchant par rapport. C'est pas ça l'idée. C'est de faire prendre conscience que très vite on tombe dans des travers de répétition. C'est assez peu spontané de se lever le matin et de se dire je vais faire des choses différemment. Je vais être en Hmm. inconfort. Je vais aller m'ouvrir à autre chose parce que certainement ce que je fais c'est pas terrible. Ça t'arrive souvent, Cyril? Enfin, moi ça m'arrive pas très souvent en fait, pour être franc, tu vois. Et donc, Clairement. non mais donc le learning et le développement, etc. C'est une forme de confrontation déjà avec soi-même en fait. Hein, c'est une lutte individuelle, etc. Bon, donc cette notion d'entraînement est essentielle. Elle est fondée en science. Alors je citerai les travaux dans l'expertise de Anders Ericsson qui a travaillé 35 ans. Alors il nous a quitté il y a 2-3 ans, mais bien trop jeune, près de 70 ans. Il a travaillé sur le concept de deliberate practice. Donc deliberate practice, c'est l'observation que des grands champions ne travaillent pas seulement 10 000 heures pour atteindre un certain niveau, hein, c'est ce qu'on entend Hmm. généralement, c'est Ouais. qu'ils ont travaillé 10 000 heures, mais surtout 10 000 heures observées avec quelqu'un qui leur donne du feedback sur un geste extrêmement précis, avec un environnement social extrêmement soutenant et avec la perspective de s'améliorer. C'est ça le concept, the construct de deliberate practice. Pour avoir ça, c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Mais en tous les cas, ce que ça implique, c'est de la mise en pratique. Hmm. Délibérer pour se développer, pour s'améliorer, pour améliorer son coup droit. Alors, je parle en métaphore, hein, c'est pas le coup droit Ouais, bien sûr, bien sûr. dans le visage du collaborateur, hein, si tu veux. Bon, tu l'auras compris. Mais voilà, j'anime cette réunion et je choisis d'avoir des comportements stratégiques et non pas des comportements émotionnels. C'est-à-dire, dans la réunion, il y a un collaborateur qui m'agresse en disant écoute, tu nous as pas défendu sur tel projet qu'on a eu avec la direction générale, et donc on nous a chouré le projet et c'est une autre équipe qui l'a récupéré. Donc là, émotion forte, j'ai envie de juste recadrer le type en disant tu sais pas la charge que j'ai, la charge mentale, là c'est bon, écoute, lâche-moi un peu les baskets, fais déjà ton taf et ça ira très bien. Non. Le comportement stratégique, c'est de rentrer dans la réunion en disant j'ai envie de booster mon équipe qui est un peu fatiguée en cette fin d'année, on a de nouveaux objectifs à faire pour l'année prochaine, donc c'est ça mon objectif. Donc je régule et je dis écoute, on est tous fatigués, on a tous été déçus par ce qui s'est passé, cet événement, et d'ailleurs, on est là pour en parler. Donc je vous propose qu'on s'en parle, etc. Et là, on libère la parole, et il se passe des choses, et là, on a... Sauf que ça demande de l'entraînement. Mhm. Réguler ses émotions, ça se fait pas comme ça. Clairement. Donc c'est la répétition délibérée pour apprendre. Tu parles d'or, encore une fois, le temps. Le temps. Le temps. Ouais, ouais, le temps. Ouais, effectivement. On en vient au principe actif de cohérence. Alors, tu l'as abordé à plusieurs reprises en filigrane. Hum, Celui-ci, ouais, c'est du pain béni, quoi. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. C'est ça, en fait. Moi, j'ai le sentiment de l'extérieur, mais c'est juste vraiment un sentiment que celui-ci, souvent, ça peut être le premier qui va flancher, quoi. Si tu veux, je vais citer mes sources parce que pour le coup, ce concept-là et son importance en termes de leadership en particulier me vient d'Eric Albert, hein, qui est le patron du cabinet YouSide, historiquement l'IFAS. Et pour lui, un des rôles clés du leader et du leadership en général tel qu'il est exprimé dans l'organisation, ce n'est pas de rajouter de la complexité et de l'ambiguïté à un environnement qui en propose déjà assez, Hmm. c'est de simplifier et de mettre en cohérence et de rassurer. Quand on dit donner du sens, avant de donner du sens, je pense que les gens ont créé l'environnement dans lequel ils vont pouvoir créer leur propre sens. Hein. Merci beaucoup. Enfin, Hmm. je suis acteur de ma vie quand même. Enfin, je vais donner du sens. J'ai pas besoin que tu me le dises. Voilà. Par contre, il y a des priorités, il y a des axes, il y a une vision. Elle change pas tous les 4 matins. Et surtout dans la manière de l'incarner, ça change pas non plus tous les 4 matins. Alors force est de constater que c'est un défi en fait dans les organisations. Donc le principe actif de cohérence n'est pas juste une facétie langagière pour avoir un 8e principe actif, si tu veux, pour arriver à 8, quoi. Clair. C'est absolument essentiel. Et donc, lorsque par exemple on va proposer à des participants de changer leur manière de faire et qu'il va y avoir des remous dans l'organisation, c'est d'être droit dans ses bottes et en cohérence. Et se dire, non, mais attendez, voilà pourquoi on fait ça. Voilà quelle est la vision. Voilà au service de quoi.
cette personne qui a fait ça ici, qui est en train d'expérimenter un certain nombre de choses, elle le fait pour cette raison-là, et donc je la soutiens totalement, et je vous demande, je vous implore, d'essayer, de tester, d'expérimenter, et de voir par vous-même si ça ne donne pas de bons résultats, et de voir un petit peu par la suite comment on peut gérer ça. Voilà, c'est de remettre l'église au milieu du village, encore et toujours. À la fois sur le volet vision, sur le volet stratégie, sur le volet implémentation, et sur le volet comportemental. Voilà. Et ça se diffuse, hein, cette cohérence se diffuse également dans les instances qui accompagnent un grand 8. Les groupes de pairs se comportent en cohérence avec l'esprit du dispositif, avec ce qu'on essaie de développer. L'équipe projet, le copil, fonctionne en cohérence avec ça. On n'est pas à côté, on est partie prenante de cette transformation qui est en train de se vivre. Donc on est en résonance, en cohérence, le plus possible. Quand il faut dire qu'on ne l'est pas, mais c'est pas grave, le principe actif de cohérence permet de dire qu'on n'est pas en cohérence. Mais c'est très bien, ça arrive tout le temps, le sujet il n'est pas là. Le sujet c'est de vouloir se remettre le plus possible en cohérence. Ouais, non, mais ça, je pense que c'est important surtout de comme tu dis, de conscientiser le fait quand on ne l'est pas, et en tout cas de se poser la question, parce que j'ai plein d'exemples où à un moment donné, il y a une décision qui est vécue comme quelque chose d'incohérent par rapport à ce qui a été dit sur une vision stratégique, sur une ambition, et on a une décision qui est parfois une décision qui peut être anecdotique, ou en tout cas par rapport à un sujet qui est anecdotique, mais qui est totalement incohérent, et là on se dit et qui est révélatrice, et on se dit mais là je comprends pas, et des fois ça peut désaligner en fait des personnes. Et je pense que là, on en revient à d'autres sujets. On va en revenir au sujet peut-être de la co-construction, du feedback, en se disant attends, je comprends. Et c'est là où il faut dire je comprends pas pourquoi tu as pris cette décision, plutôt que de se la garder et de garder cette espèce de souffrance. Donc effectivement, ce principe est assez important. Tu soulignes un point, c'est très intéressant, Cyril, parce que pour le coup, j'avais pas forcément d'ailleurs pris conscience. Notre conversation permet de faire émerger ça. Donc on arrivera peut-être bientôt au principe actif. Parce qu'on essaie de pratiquer ce qu'on prêche, y compris dans ce podcast, pour être cohérent précisément, c'est que de les présenter, de les définir tels quels, de les expliciter, donne une forme d'autorisation implicite d'en parler. C'est ce que tu illustrais à l'instant. C'est-à-dire que quelque part, on sait qu'il y a un principe de co-construction, donc si à un moment donné des trucs deviennent top-down, finalement, on peut dire, attendez, il y a un truc que je comprends. Juste, est-ce qu'on est aligné avec ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on est dans l'esprit de co-construction ici, où on revient, et donc on incarne, et donc on porte quelque chose qui est incohérent par rapport à ce qu'on essaie de porter et de transformer. Pourquoi? Parce que, si on prend un peu de hauteur, en fait, dans une période de transformation individuelle et collective, de comportement, de pratique, de façon de faire, de façon d'interagir les uns avec les autres, c'est de ça dont on parle, le cerveau va être un petit peu en défaut, on s'en est parlé, donc il va être en vigilance, il va chercher très vite d'ailleurs les incohérences, tout de suite, il va mettre le doigt dessus, mais c'est subconscient, c'est pas le mauvais esprit, voilà. Alors après il va le diffuser, il va en parler plus ou moins, il va prendre un porte-voix pour dire regardez ce truc, mais bon là c'est autre chose, c'est une instrumentalisation du truc, donc il va chercher à se rassurer, il va être en vigilance et il va voir très vite les points en incohérence ou qui ne conviennent pas ou qui ne sont pas alignés, etc. Et il va boire comme du petit lait, mais ça aura moins d'influence, mais ce sera important quand même d'être à des points de contact qui sont en cohérence et qui le renforcent. C'est-à-dire une discussion entre des managers N+1 qui parlent du développement du leadership et qui disent moi l'autre jour j'ai vraiment pas eu beaucoup de trucs, l'autre qui lui donne du feedback, etc. Et le manager qui est en dessous, il entend cette conversation. Il est même pas dans cette conversation. Il entend cette conversation. C'est un bon point. Il se dit rien d'ailleurs. Mais quelque part, dans son être, il se dit ok, putain, la boîte elle bouge quoi, c'est dingo. J'y croyais pas, c'est incroyable. Par contre, il entend une conversation qui est à l'inverse. Voilà, c'est 2 mois de boulot qui peuvent être foutus en l'air. Très rapidement. Il revient sur l'autoroute. Exactement. Ok. Et donc, tu as commencé à en parler sur ce principe actif de liberté. Comment à la fois j'implique et comment je donne un maximum de liberté, d'autonomie. Comment je fais pour parce
Parce que parfois on se dit ouais mais attends, on a un objectif stratégique, c'est clair quoi. Et donc il faudrait que je donne de la liberté à mes équipes, alors que on sait où on doit aller. Voilà, moi j'ai envie de faire comme ça y est, j'ai une bonne idée. Écoute, je te propose d'écrire un livre sur le sujet, parce qu'il y a largement la matière, ou d'en faire un podcast dédié. Alors, plus sérieusement, c'est juste pour mettre un peu d'ambiance. Écoute, c'est un sujet qui est fascinant, parce que dans la vie des hommes, il y a... on fait l'expérience de beaucoup de paradoxes, en fait, dans notre vie au quotidien. Alors, on le cherche pas particulièrement, et on cherche pas à passer du temps dessus, parce que le paradoxe vient quand même nous chercher... sur le sens, sur notre environnement, sur ce qu'on fait, sur la certitude qu'on a de maîtriser l'environnement. Donc tous les paradoxes, ça vient déstabiliser. Et le cerveau ne cherche pas à être déstabilisé. Le cerveau cherche la stabilité. Pourquoi est-ce que l'évolution de l'environnement, par exemple, toutes les datas qui sont données, que toi tu partages par ailleurs, etc., je veux dire, on devrait tous se réveiller, comme dit Amin Malouf là cette semaine, on est somnambule, quoi. Mais oui, mais parce que c'est sans vouloir juger du tout. Mais parce qu'il y a un fonctionnement qui est que on ne cherche pas à se mettre quotidiennement en danger, en incertitude et en survigilance, etc. Mais non, sous stress, quoi. Non, c'est l'inverse. Donc, les paradoxes, on les admet pas toujours, mais on blesse ceux qu'on aime. On a envie de générer de l'initiative dans les équipes, mais qu'est-ce qu'on fait? On les recadre en permanence et on les étouffe, etc., etc. Donc, dans les organisations, comme dans tout groupement humain, dans les familles, dans les églises, dans les entreprises, dans les organisations, etc., dans les écoles. Dans les écoles, tu vois, l'élève est au centre. Mais le fait est qu'en réalité, on organise toute la structure autour des profs, etc. Et mes parents étaient profs, mon frère est prof, donc je vois d'assez près quand même ce qui se passe. Et donc, ce qu'on appelle les organisations endogènes, c'est-à-dire qu'elles se regardent le nombril, elles existent, by and large, comme on dit, souvent pour répondre à ses propres besoins. Et donc, on met pas l'enfant au cœur. On met d'autres choses au cœur. Donc c'est un paradoxe. Bon, eh bien la liberté dans l'entreprise, c'est un peu pareil. C'est de dire finalement que, alors même que un contrat de travail, quand on est en lien, on se met volontairement dans un lien de subordination. Hein, c'est comme ça, c'est le texte légal, quoi. Ouais. On est dans un lien de subordination qui est accepté en contrepartie d'un certain nombre de choses. Ok. Donc on restreint sa liberté volontairement pour être au service d'un projet, pendant un certain temps, contre rémunération, etc. Ok. Appartenance à un collectif, social. Okay. Le principe actif de liberté, il dit la chose suivante. Ok, on a le cadre juridique, on a le cadre légal, et on a le cadre du cerveau et le cadre comportemental. Et le cadre le plus puissant, c'est pas le cadre légal. Le cadre légal, si on force quelqu'un dans un projet de transformation, d'aventure immersive, pédagogique et transformative, par exemple, donc on ne respecte pas le principe actif de liberté, on va obtenir ce qu'on appelle en anglais lip service, c'est-à-dire oui, je suis dedans, oui, j'y crois, oui, mais c'est vachement bien, mais oui, l'autonomie des collaborateurs, mais c'est génial, mais l'autonomie, mais moi j'y crois depuis des années, tu sais, c'est vachement important. Bon, alors, on fixe les objectifs là, on fait bosser qui, etc. Donc, c'est ça. Si il n'y a pas la possibilité à un moment donné pour quelqu'un de dire non pour pouvoir ensuite potentiellement dire oui peut-être, on arrive au oui tout de suite qui est un faux oui. C'est un peu le oui à la japonaise, entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif, mais j'ai travaillé au Japon, c'est hi, oui, je te comprends, non, je suis pas du tout d'accord avec toi, mais ça je te le dis pas, mais je comprends ce que tu dis, oui, j'ai entendu. Bon, c'est du comportement, j'ai pas envie de renverser la table tout le temps en qualité de collaborateur, je sais ce que ça veut dire d'ailleurs, by the way, hein. C'est-à-dire si je renverse la table trop souvent, il y a un moment donné, moi je me fais renverser aussi, donc, assez vite d'ailleurs. Donc, si on ne respecte pas ce principe de liberté, on n'a pas le plein engagement, ou en tout cas on a moins de chances d'atteindre un engagement fort des collaborateurs dans un projet qui les implique tête, cœur, corps, comme tu le disais si bien. Donc, et puis par ailleurs, il faut expérimenter. Souvent, les nouveaux modèles managériaux encouragent l'initiative, l'expérimentation, la prise du risque, sortir du cadre. Si on n'a pas la liberté de bugger, si on n'a pas la liberté de marcher sur les doigts de pied de quelqu'un, si on n'a pas la liberté de... Qu'est-ce qui va se passer? Rien, hein, tout simplement. Donc à un moment, il faut assumer le fait qu'en réalité, il y a une petite contradiction, oui, mais on va la réconcilier, on va la sublimer, on va être responsable, on va pas renverser la table,
mais on va demander aux gens quand même d'être acteurs de leur vie. Et comme par hasard, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en général, il y a une adhésion. Quand ils se rendent compte que c'est vrai, c'est-à-dire ils voient 3-4 de leurs collègues qui, pour une raison diverse et variée, ne vont pas participer au projet. Soit parce qu'à un moment donné, ça vient les chercher trop loin, ou ils n'ont pas la disponibilité, ou ils vont être en arrêt maternité, ou ils vont être sur un autre projet. Et ben c'est ok. Il n'y a pas de sanction, il y a une reconnaissance d'une prise de décision managériale sérieuse, responsable, et on avance quoi. Voilà. Et ça libère précisément, et sans jeu de mots. Clairement, ok. J'en viens au sixième là, principe actif qui est celui de la communauté. Très intriguant, toujours été intriguant pour moi la communauté. J'ai toujours eu ça m'a toujours intrigué, j'ai toujours eu du mal à essayer de l'attraper quoi. Tu sais, la communauté, on en parle beaucoup, hein. On a créé une communauté, il faut créer une communauté. C'est quoi ce principe actif de communauté? Qu'est-ce qu'il en ressort derrière? Écoute, il y a plein de leviers. Encore une fois, on revient au fonctionnement du comportement humain, hein, mais un des leviers, c'est celui de la masse critique. C'est-à-dire de se dire, à un moment donné, si l'organisation elle embarque toute sa communauté managériale, c'est qu'il y a une véritable intention. Hein, donc on est sur. Ça n'arrivera d'ailleurs qu'une fois. On ne fait pas 15 grands 8. Hein. Voilà. Donc c'est quelque chose de majeur, c'est un moment clé, c'est un moment dans le temps, il va se passer un certain nombre de choses, etc., etc. Ensuite, on me demande de prendre des risques, de faire des choses différemment, de fonctionner différemment. Donc si moi je fonctionne différemment, je vais te prendre l'exemple inverse, ça soulignera l'importance de la communauté. Bien souvent dans les formations archi-classiques, alors je pense que je parle au passé, c'était au Palais Olympique, il existait des formations de ce type, en management, où on prenait un groupe de managers, enfin un groupe de personnes de différentes entités, etc., puis on les emmenait éventuellement dans un endroit, ils allaient se former au management, et ils revenaient, c'était des managers formés. Ok. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait des choses, certainement sans aucun doute, hein. On part du principe qu'il y a de la qualité d'intervention, il y a des inputs intéressants, ils ont vécu des choses intéressantes, expérientielles peut-être, ils ont débriefé, ils ont appris, etc. Super, ils ont pris connaissance, ils ont créé un collectif, là-bas, comme dirait Jean-Jacques Goldman, là-bas. Mais pas ici. Parce que quand ils reviennent dans l'organisation, elle n'a pas attendu. D'ailleurs, parfois, elle en veut un petit peu. Ah ouais, vous avez fait 3 jours, vous avez fait 3 jours à Tombouctou, ou je sais pas quoi. Bon, enfin bref. Voilà. Bon. Ils reviennent. Eux, ils ont fait un pas en avant, hein, conceptuel. C'est une métaphore. Hein. Ils ont fait un pas en avant, ils ont fait 2 pas de côté. Ok. L'organisation ne l'a pas fait. Donc eux, ils arrivent. Mais en faisant un pas de côté, tu marches sur les doigts de pied de quelqu'un d'autre. En anglais, hein, stepping on somebody's toes. Pour le coup, qui a une portée métaphorique, enfin métaphorique et prégnant de sens. C'est-à-dire, en fait, tu t'embarrasses quelqu'un d'autre. Donc là, tu vas te prendre un retour de flamme. Donc tu vas le faire 1 fois, 2 fois, mais tu vas dire ouais, mais attends, c'est ce qu'on a vu en formation. Non, ah bon, d'accord. Okay. Et en fait, spontanément d'ailleurs, tu vas revenir là où tu étais auparavant. Donc la communauté, faire partie d'un projet communautaire. D'abord, ça reconnaît le besoin d'appartenance sociale, hein, tout simplement. C'est du comportement humain de base. Donc nier ça, considérer les individus comme des morceaux de je sais pas moi, de métal, d'acier qu'on met dans des trucs. Enfin, je veux dire, c'est nier la nature humaine. Enfin, c'est vrai. En fait, c'est vraiment, quand tu penses 2 secondes, c'est waouh quoi. En termes d'idéologie, c'est fort quoi. Putain, ils ont réussi à faire un truc. Penser les gens comme des morceaux d'une machine. Putain, c'est bon, c'est costaud quoi. Faut y aller. Bon, mais je pense qu'on est plus proche de la réalité quand on parle en fait d'animaux sociaux qui ont des besoins très très forts, à la fois d'exister individuellement et nouveau paradoxe, by the way, d'exister individuellement et en même temps de faire partie d'un groupe. Pas évident. Hein. Donc, et d'ailleurs les armées, notamment les forces spéciales, mais pas seulement, l'ont bien compris. Mais toutes les armées, la cohésion du groupe social. Très importante. Donc le fait de vivre des expériences intenses ensemble forge le collectif, donne conscience aux individus qu'ils ont passé ensemble quelque chose, ils ont fait quelque chose de spécial. Et en plus, là on essaie de les transformer. Donc on essaie de les faire dans la même direction globalement. Donc ils se parlent, ils se reconnaissent, ils se parlent, ils vivent globalement la même chose, etc., etc. Et d'ailleurs la convention d'envol est un moment où ils vont aller à la rencontre de managers qui n'ont pas vu, donc de collègues qui n'ont pas vu de tout le parcours pour revisiter leur expérience.
Et par cette expérience-là, ils vont se rendre compte qu'en fait, ils ont fait le même chemin, alors qu'ils n'étaient pas ensemble. Ça, c'est un vecteur de confiance, c'est un vecteur de puissance. Ouais. Et peut-être, ouais, ça appelle à la cohérence du changement. Tout est dans tout, bien sûr. Tout se communique, effectivement. Ok, super. Venons-en au sujet, au principe actif de l'authenticité. Que tu as, et j'ai le sentiment qu'avec, tu as pas forcément parlé d'authenticité, mais tu as parlé d'un mot qui me paraît assez voisin, qui est l'humilité. Et tu en as parlé plusieurs fois, donc j'aimerais bien que on passe quelques minutes à parler de ce principe actif d'authenticité qui est donc, comme les autres, un ingrédient à insérer dans ce processus de transformation. Oui, écoute, on a envie de dire, c'est une évidence si tu veux, c'est-à-dire que dans un projet de ce type qui implique de pratiquer de l'introspection avec l'aide d'un environnement favorable, mais quand même de pratiquer quand je dis favorable, donc ça veut dire qu'il y a l'organisation, il y a un projet stratégique, il y a un trainer coach, il y a des collègues dans lesquels on a créé un environnement de sécurité psychologique, très important, les travaux encore une fois de Amy Edmondson d'Harvard depuis une petite trentaine d'années, sécurité psychologique. Donc voilà, l'environnement est très favorable pour l'individu de faire bouger un certain nombre de lignes, mais on demande quand même quelque chose en fait d'assez profond finalement, à la fois dans la prise de conscience cognitive et puis dans l'action, dans la mise en danger des uns et des autres. L'authenticité est une façon de pas se mentir à soi-même sur ce qu'il est possible de faire individuellement, soi-même, sur ce qu'on est en train de faire, et dans son lien avec les autres. C'est-à-dire que quelque part, c'est un ingrédient important dans un collectif qui se fait confiance, qui est en train de faire bouger un certain nombre de lignes, de se dire que les personnes qui sont là ne sont pas des rôles, on n'est pas au théâtre, il n'y a pas de manipulation, le moins possible. Il y en a toujours, il y a un visage, comme dit Goffman, on a toujours un visage social, etc. Mais l'environnement, tout est fait pour qu'on lâche les oripeaux que parfois l'organisation nous a appris à porter pour se protéger. Voilà. J'allais y venir, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Voilà. Donc on porte toujours finalement une espèce de costume quand on arrive dans l'entreprise. Parfois le costume nous porte d'ailleurs par rapport à la fonction, à la mission et tout ça. Mais ok. Voilà. Et donc si tu veux, effectivement, le principe d'authenticité, on aurait pu dire le principe actif de nudité. Mais peut-être qu'il y aurait eu moins d'aficionados. Non, mais ça me vient comme ça. Mais quelque part, c'est un petit peu ça, si tu veux. Mais c'est d'abord être authentique avec soi-même. C'est-à-dire, pour exercer une certaine liberté, il faut déjà mettre des mots sur là où on est. Et si on n'a pas envie de forcément franchir un nouveau pas, mais c'est de le dire. Et ça, on grandit en conscience, on grandit en maturité managériale, on grandit en capacité de développer des relations plus profondes avec ses collaborateurs, et donc plus impactantes. Or, le leadership, puisqu'on a besoin d'un concept anglo-saxon pour parler de ça, sinon on parle de chefaillon et de chefé, de machin. Leadership is a relationship. Le leadership ne s'exprime qu'au travers de la relation que j'ai avec quelqu'un d'autre. Oui. Et là, la dimension anglo-saxonne, elle ne transparaît pas du tout quand on utilise le mot leadership et qu'on plaque derrière le concept de chef, quoi, de patron, avec tout ce que ça veut, toutes les connotations, si tu veux, balsaciennes. Bon. Donc, le leadership, c'est ça. Donc moi, je suis en authenticité, je suis en train de faire un chemin de développement, j'ai un certain nombre de forces, etc., etc. Et bien, cet approfondissement me permet davantage d'être en relation avec les autres, de tisser des relations davantage de confiance, d'abord avec son groupe de travail et de développement, et après avec ses collaborateurs. Et donc de gagner en influence, en réalité. Et donc on a même, d'ailleurs, il y a des recherches, des travaux sur authentic leadership. Est-ce que ce n'est pas une catégorie de leadership? On parle de servant leadership, on parle de transformational leadership, il y a différents types de leadership dans la recherche académique. Leadership, ouais. On a aussi le authentic leadership. Voilà. Ok. Ouais, donc je savais pas je savais même pas qu'il y avait une catégorie autant voilà on entend le manager leader, le manager ressources, voilà, mais je savais pas que le leader authentique sincère, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ok, ouais, très intéressant. Et on arrive au dernier qui est quand même mystérieux, c'est ce principe actif d'émergence. Alors moi je le trouve mystérieux, autant mystérieux que fabuleux, parce que finalement
quand tu vis l'émergence de quelque chose, t'as l'impression à la fois ça sort de nulle part, mais il a fallu mettre des ingrédients pour que ça sorte. Tu vois, c'est un peu comme ça que je le définirais. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce principe actif là, Oui, principe actif d'émergence. Écoute, c'est le produit d'un certain nombre d'autres. Ouais. Et de la structuration même des modalités pédagogiques du dispositif. Donc encore une fois, qui invite à une aventure. Une aventure, par définition, on dit c'est pas un parcours. Hein. Le parcours, il est balisé. Une aventure, elle est partiellement non scriptée. Et c'est ce qui fait sa force. Parce que comment nous, ou même une direction générale, etc., pourrait se prévaloir de connaître exactement les besoins et les attentes et les modes de fonctionnement et les sujets de chacun de ses collaborateurs au tenté. Ça, c'est une vision prométhéenne, quelque part, de la direction d'un projet ou d'une entreprise. Donc, on ne croit pas à cette vision-là. On croit davantage à créer les conditions dans lesquelles les acteurs vont s'emparer de ce qu'il est possible de faire dans le cadre de ce qui a été prévu. Et comme sont les acteurs pensants, intelligents, qui ont de l'initiative, qui ont en fait de l'énergie, qui ont de la créativité, tous autant qu'ils sont, ils vont nous surprendre. Et donc, on accueille ces manifestations de l'émergence dans le cadre d'un dispositif comme étant un symptôme reflétant l'état de fait que la communauté managériale s'est réellement emparée de son destin. Et donc elle nous surprend. Donc nous ne sommes plus simplement les scripteurs qui organisons un certain nombre de choses, on est pris de vitesse, on est pris de court, on est surpris, on vit l'incertitude, et on la célèbre. Et on célèbre l'émergence, dans la mesure où elle reflète effectivement ce côté issu de la co-construction, issu de la liberté, issu de l'expérimentation, de l'authenticité, qui fait qu'il se passe des choses non prévues. Dans les projets, dans les relations, dans l'embarquement du système, que sais-je, et à la limite, peu importe. Alors après, on peut pas tout accueillir, enfin le sujet n'est pas là. Et après, c'est discuté en copil, etc., etc. Mais c'est accueilli, c'est valorisé, et on met le nom dessus. On ne dit pas, vous voulez sortir du cadre. On dit, vous exprimez le principe actif d'émergence, c'est magnifique. Alors maintenant, on va voir ce qu'on peut en faire. C'est quand même très différent, quoi. Ouais, clairement. Non, et puis moi, ce que tu racontes, ça m'a appelé effectivement un certain nombre d'exemples, et je trouve que c'est quand il y a ce principe actif d'émergence dans une organisation qui se manifeste, il y a des choses qui se passent effectivement qui sont assez incroyables, et c'est ce que tu as dit, c'est vraiment le fait de s'étonner soi-même des résultats de l'action qu'on a entrepris. C'est-à-dire, pour un dirigeant qui voit cette émergence arriver dans ses équipes, il se dit mais waouh, ça y est, enfin, j'aurais même pas imaginé ça, et c'est ça qui est beau. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette émergence-là vient chercher souvent ponctuellement, c'est arrivé, j'allais dire souvent, j'exagère, j'ai pas assez de cas, une dizaine d'entreprises accompagnées, mais j'ai très clairement un cas où il y a eu une surprise, mais déplaisante. Où en fait, où en fait, le principe de cohérence, c'est ça qui m'a d'ailleurs encouragé, c'est cette expérience-là, très tôt, il y a une dizaine d'années, une douzaine d'années maintenant, où là je me suis dit, il y a une rupture dans le sense-making de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que nous, on s'est construit une image de l'ambition, une représentation, et on s'est comporté à l'intérieur de cette représentation, en cohérence avec cette représentation, sauf qu'on l'a jamais vraiment explicité. Et tout d'un coup, l'acteur clé, qui paye, qui demande, etc., fusille le dispositif. C'est-à-dire, non pas en le disant, mais par son comportement à 180 degrés de l'exemplarité. Et là, on est là, il y a même un sujet éthique qui émerge, de se dire, bon, mais au-delà de ça, de toute façon, c'était fait, donc je veux dire, voilà. Mais c'est peut-être la naïveté, tu vois, naïveté de pas se dire, tiens. Mais ce que tu viens de dire est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que, encore une fois, on est dans les principes actifs, c'est-à-dire on est en cohérence et on est en accueil de l'émergence, oui, non, peut-être, dans quelle mesure, et donc à tester, et ça vient chercher. Ouais, mais tout le monde n'a pas envie d'être surpris, peut-être les dirigeants moins que les autres. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et en fait, là, nous, on l'a interprété comme étant, en fait, sa communauté de 500 managers, elle était en train de prendre le pouvoir. C'est-à-dire, ils ont pris comme argent comptant l'autonomie, la liberté d'action, l'initiative, etc., qui était par ailleurs poussée par la stratégie pour développer le business, des activités, de nouveaux business, etc., etc. Sauf que ça, c'est incarné par des gens qui en réunion te disent, ouais, mais ça, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Oh là,
Ah bah oui, ah bah oui, bah oui. Non mais c'est ça l'autonomie de pensée, c'est pas autre chose. Tu comprends, tu peux pas avoir l'autonomie de pensée et oui chef, c'est pas possible. Ouais. William McKnight d'ailleurs, l'ancien patron de 3M disait, voilà, quand on met des, enfin je le dirais en anglais, tu vois, mais, if you put fences around people, you get sheep, quoi. C'est-à-dire, si tu mets des clôtures, etc. Et à l'intérieur des clôtures, t'as des veaux, comme dirait De J'ai mis les Gaulle. moutons. Ouais. Voilà. Bah, tu peux pas avoir du coup des artistes, de la création. Enfin, c'est quand même contradictoire, quoi. Ouais, clairement, clairement. Ok, ok. Ouais, Donc, ouais, on a testé, si tu veux, ce principe d'émergence, mais dans la douleur. Dans la douleur, il faut, tu vois, capillaire par rapport aux participants, aux managers, aux leaders qui il- s'étaient vraiment engagés, tu vois, sur des chemins. ça montre aussi son potentiel et sa puissance. Oui, alors, Ah ben, tu peux toujours voir le verre effectivement à trois quarts ah, plein, etc. voilà, exactement. Mais après, voilà, t'as des histoires humaines derrière, tu vois, des engagements, des déceptions potentielles. C'est, voilà, mais parce qu'effectivement, on est dans le vrai. On fait bouger Ouais, vraiment les lignes, quoi. Voilà. ouais, ouais, clairement. D'ailleurs, je crois que ton chien adhère à cette idée, donc Exactement. soutien. Pour ceux qui l'entendront, mon chien est assez ok. Il m'a hoché de la tête Ouais. sur le principe d'émergence. Thomas, merci beaucoup pour cet échange. Voilà, moi je me suis passionné à préparer d'une part cet échange et encore plus bien sûr à le vivre. Donc voilà, je pense que nos auditeurs vont également avoir plein voilà d'apprentissage et autres. Et puis dans le principe d'émergence, puisque je vais finir sur ça, le principe d'émergence que j'ai eu sur cet échange, moi tu m'as fait penser que ce Grand 8, vous pourriez presque en faire une pièce de théâtre, parce que je pense que vous avez plein de cas, et je t'ai vu parfois mimer des situations qui sont des situations d'entreprise, et je pense que ça pourrait mériter une pièce de théâtre en 8 actes, qui permettrait en fait de déconstruire un certain nombre de comportements. Donc, je te laisse en discuter avec avec tes collègues professeurs. En Écoute, tout cas, merci beaucoup. Merci. merci à toi Cyril, et puis merci voilà, vivement pour l'invitation. C'est un plaisir évidemment d'explorer, de réexplorer ensemble, de revisiter. Et puis il y a quelques idées nouvelles ou façons de voir qui ont émergé également. Donc formidable, moi je le prends comme étant un rendez-vous apprenant également, modestement pour moi. Et c'est évidemment un plaisir de partager une passion et ces expérimentations qui ne demandent qu'à être affûtées, challengées, déployées, etc. Donc il y a un bouquin qui a été écrit sur le sujet qui s'appelle Le Grand 8. Bon, passer de la formation à la transformation managériale. Mais surtout, c'est quelque chose que voilà, chacun qui agit en qualité de traîneur, de coach, d'éducateur, de chef de projet de transformation, de développement RH, etc., de s'inspirer, peut-être encore une fois de challenger, de faire émerger d'autres principes qui sont peut-être plus pertinents dans le contexte qui les intéresse, de continuer à réfléchir en partant, je vous en conjure, non pas d'idéologie sur ce que est ou devrait être l'homme, Ouais. mais sur sa nature profonde, dans Sur ce le qui respect de sa nature. Ok. Merci pour ce mot de la fin. Et puis, je te dis à bientôt. À très vite, merci. Attendez, ne partez pas si vite. Vous avez aimé cet épisode ? Dites-nous-le en laissant un commentaire, en le partageant auprès de vos collègues ou sur les réseaux sociaux et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela nous aide vraiment à faire connaître le podcast et nous motive à produire de nouveaux épisodes. L'entreprise apprenante vous a été présentée par nous. Nous est une entreprise dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co, nous.co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.